Je vous remercie d'être présent pour cette introduction au... Pas assez haut, on va voir, ça sera mieux comme ça? Bon. Pour cette introduction aux grands défis de la justice et du droit global. Alors, le propos de cette introduction, ça va être de vous expliquer pourquoi le droit devient global, pourquoi est-ce qu'une perspective globale sur le droit nous semble utile pour aborder un certain nombre de grandes questions que pour l'essentiel nous connaissons tous, mais que nous allons aborder dans cette perspective qui pour les juristes est différente ou nouvelle par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Et aussi vous expliquer, évidemment, commencer à vous expliquer, puisque dans la méthode pragmatique, vous le savez, la définition vient toujours à la fin, ce que c'est que le droit global, ce que c'est qu'une perspective globale pour le droit et pourquoi il peut être intéressant de l'adopter. Alors, j'en profite pour faire un peu de pub pour un petit livre qui est tout chaud puisqu'il vient de paraître au mois de décembre 2014 qui s'appelle « Petit manuel de droit global » qui fait la taille d'un que sais-je. C'est un livre de poche, de l'Académie en poche, si vous voulez compléter votre information à cet égard. Bien sûr, vous n'y trouverez pas tout ce que nous verrons tous ensemble dans ce cycle, mais vous aurez une introduction plus complète que celle que je vais faire maintenant. Et ce bouquin est disponible notamment sur Amazon si vous souhaitez l'acquérir, ou sur le site de l'Académie royale de Belgique. Alors, je voudrais commencer, on m'a dit récemment que c'était pas mal pour introduire un sujet tout à fait neuf par une histoire qu'on raconte habituellement pour amuser les enfants, mais qui me paraît qu'elle n'est pas dénuée d'enseignement pour nous. C'est l'histoire d'un lion qui décide d'aller visiter son royaume et ses sujets. Alors il se balade et il rencontre d'abord une girafe. Et il lui dit « Madame la girafe, rappelez-moi un peu quel est le roi des animaux ?» « Mais c'est vous, bien sûr, messire lion. » Et puis il rencontre un hippopotame qui lui dit « Mon brave, vous pouvez me dire qui est le souverain ici ?» « Mais bien sûr, c'est vous, messire lion. » Puis il arrive et il rencontre un éléphant et il lui dit « Veuillez me dire, cher ami, qui est le roi des animaux dans ce pays ?» Et à ce moment-là, l'éléphant l'attrape par sa trompe, le tourne autour de sa tête et le projette violemment contre le sol. Le lion est complètement assommé, il est passablement abîmé, et il lève la tête tout à fait ahuri et lui dit « Mais écoutez, c'est pas parce que vous ne connaissez pas la bonne réponse qu'il faut vous énerver comme ça. » Alors évidemment, qu'est-ce que ça nous raconte, cette petite histoire qui visiblement vous a pas tellement fait rire, vous avez passé l'âge. Ça fait beaucoup rire les enfants, moi ça m'a fait rire aussi, je dois dire. Cette histoire nous raconte quelque chose déjà de la royauté, de la souveraineté, qui, elle nous enseigne ceci, que finalement, quand elle est bafouée, cette souveraineté, finalement, elle trouve son salut dans le déni. Alors cette histoire m'a fait penser immédiatement à une autre, et peut-être vous aussi, que l'on vous a peut-être raconté dans votre enfance, qui est un conte d'Andersen, vous savez, celui qui a écrit La petite sirène, La petite marchande d'allumettes. Il avait aussi écrit un joli conte qui s'appelle Le nouvel habit de l'empereur. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Et dans Le nouvel habit de l'empereur, alors je vous en résume l'intrigue. Dans Le nouvel habit de l'empereur, on a affaire à un roi qui est vraiment très soucieux de sa mise. Il veut toujours être
le plus beau et à la dernière mode, et il devient la victime d'escrocs qui lui proposent en fait de lui fabriquer l'habit le plus magnifique du monde, qui en plus possède une formidable qualité, c'est qu'il est totalement invisible pour les sots et pour les incompétents. Alors le roi est très emballé, il envoie de la soie, du fil d'or, etc., en quantité à ces escrocs qui mettent tout dans leur sac, et puis ils se font installer un métier à tisser, mais ils font strictement rien. Alors le roi s'impatiente un peu, il envoie son premier ministre, et les escrocs disent vous avez vu le beau tissu que nous avons tissé, et le Premier ministre, atterré, se dit à lui-même, mais je ne vois rien. Est-ce que ça voudrait dire que je ne suis pas à la hauteur de ma charge? Que va dire le roi, etc. Il dit, oui, tout à fait charmant ce tissu, dit-il. Le lendemain, le roi envoie son grand chambellan, et ainsi de suite, et arrive enfin le moment où l'habit est fini, et voilà que le roi vient avec toute sa cour pour valider en quelque sorte, pour voir s'il est satisfait de ce nouvel habit. Et quand il rentre dans la pièce, il y a la cour qui est déjà en train de parler. Vous avez vu cette matière, la couleur est vraiment splendide, etc. Et le roi, consterné à son tour, dit, je ne vois rien du tout, est-ce que finalement je ne serais pas fait pour gouverner? Et alors les escrocs l'interpellent de nouveau, alors votre majesté, comment trouvez-vous cet habit? Ça correspond tout à fait à ce que j'avais espéré, dit-il. Alors les escrocs, qui savent pousser un peu loin la plaisanterie, lui disent, mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est vraiment le porter dans une grande procession publique, ça serait vraiment formidable. Ah oui, j'ai bientôt une procession, dit le roi, et voilà qui se présente le matin de la procession, déshabillez-vous s'il vous plaît, et nous allons maintenant revêtir le fabuleux habit, qui non seulement est superbe, mais qui ne pèse rien, c'est très léger à porter cet habit, et voilà notre empereur, suivi de toute sa cour, qui se balade, et tout le monde discute qualité matière, couleur, le modèle est exceptionnel, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un petit enfant qui dit « mais il ne porte pas d'habit du tout ». Et comme vous le savez, la vérité sort de la bouche des enfants, et donc tout de suite, ça se répand comme une traînée de poudre, et tout le monde commence à crier « le roi est nu, le roi est nu », expression qui est devenue célèbre, notamment chez les politistes d'ailleurs, depuis lors. Alors le roi évidemment se rend compte qu'il a été joué, mais il se dit de toute façon j'ai plus le choix, et donc il se redresse encore plus fièrement, et il continue la procession avec 4 chambellans qui portent les pans d'un manteau qui n'existe pas. Alors cette histoire-là, ce conte-là, il nous apprend encore plus de choses que la petite histoire du lion, parce qu'il nous raconte finalement, il y a plein de choses dans ces contes pour enfants à apprendre sur le plan de la politique, que finalement la majesté, la souveraineté est une fiction, mais c'est une fiction nécessaire au pouvoir, bien sûr, et même au fonctionnement de l'ensemble de l'appareil d'État et peut-être même de la société tout entière. Et donc, cette fiction, finalement, elle suppose, cette fiction de la souveraineté des États, elle suppose que la toute-puissance procède de l'État ou bien de ses pouvoirs constitués, que celle-ci a le monopole de l'usage de la force et qu'elle peut solutionner à peu près tous les problèmes par les normes qu'elle édicte, qui s'appellent, alors il y a plein de choses, il y a la monnaie, etc., mais il y a surtout, et pour ce qui nous intéresse, le droit. Alors cette croyance que le droit est essentiellement quelque chose d'étatique, quelque chose de national, est très profondément ancrée dans l'esprit, alors non seulement de ceux qui exercent le pouvoir, il faut que le roi y croie d'une certaine manière, et le Premier ministre et le grand chambellan, mais également est également cru, assez bien cru des juristes. C'est difficile finalement
de vendre quelque chose dans lequel on ne croit pas, mais également dans la société elle-même, qui parfois le croit plus fortement encore que les juristes. Et j'en ai pris l'un ou l'autre exemple dans le monde politico-académique et dans l'actualité récente. On vient d'annoncer au niveau de la communauté Wallonie-Bruxelles, et c'est une bonne chose, je crois qu'on allait développer tout un tas de masters en anglais. Mais alors le responsable qu'on interrogeait, que par charité je ne nommerai pas, détaille un certain nombre de branches, mais dit attention, ça ne se fera pas dans toutes les branches. Pas question d'enseigner toutes les branches en anglais, et bien sûr, ça ne se fera pas en droit, hein, parce que le droit est une matière essentiellement nationale. Et donc, si j'ai bien compris, ça s'enseigne en français. Bon, on pourrait déjà, si on pinaillait un peu, dire que alors, il faudrait l'enseigner aussi en néerlandais, peut-être en allemand, lui rappeler qu'il y a 3 communautés, qu'il y a 3 régions, qu'il y a 6 gouvernements, qu'il y a 6 parlements dans ce pays. Ça fait un très bel exemple de souveraineté fragmentée pour un pays, par ailleurs, auquel vous pouvez échapper en 1 heure de transport au maximum. Mais cette croyance, je l'ai repérée aussi, ça c'est un peu plus incroyable, dans la meilleure université du pays, vous l'avez deviné, c'est la nôtre, l'Université libre de Bruxelles, où la faculté de droit a dit il faut maintenant absolument organiser un master en droit européen. Et les autorités de l'université ont dit ah non, 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 ça ne va pas. Tous les professeurs et les étudiants de la faculté de droit le réclament, mais ça ne peut pas fonctionner. Il vaut mieux que pendant les 5 premières années, sans doute, ont-ils pensé, on se concentre sur le droit belge, parce que l'Europe, ça, à Bruxelles, c'est quelque chose de vraiment très très lointain. Et d'ailleurs, on a un institut d'études européennes qui a été créé par un illustre représentant de l'école de Bruxelles, Gans van der Merch, de manière visionnaire, avec une composante transdisciplinaire dès les années 50, juridique, politique, économique, tout ça ensemble, et on est en train de vider cela de sa substance, parce que, évidemment, on est à Bruxelles et que Bruxelles ne prétend pas être la capitale de l'Europe. L'important, c'est de bien rester dans le paradigme national, et même le mot national ne voulant absolument plus rien dire à Bruxelles, je dirais, bien rester dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, par une sorte de localisme. Alors, tout ça nous montre la force de quelque chose que je peux maintenant exprimer par un terme plus technique, qu'on utilise beaucoup dans les sciences, notamment les sciences sociales et au fond l'épistémologie, la théorie des connaissances, c'est la notion de nationalisme méthodologique qui consiste à regarder le monde ou n'importe quel objet de savoir, par exemple le droit, du point de vue, par la lorgnette en quelque sorte de l'État. Hein. Cela donne un certain paradigme. Hein. On voit, quand on regarde le droit, on voit le droit. Enfin, on pense voir le droit, mais on le voit comme étant le droit de l'État à l'échelle de l'État. Alors, si on est, comme on l'est à l'école de Bruxelles, pragmatique, on va regarder ce qui se passe un petit peu dans la société actuelle. Qu'est-ce qui se passe en Belgique par rapport au droit? Bon, on remarque que des choses assez importantes, comme le budget de l'État ou les finances de l'État, sont soumis au contrôle et à l'approbation de la Commission européenne. Ce sont évidemment des outils essentiels, considérés comme essentiels de la souveraineté. On sait que la majorité des règles qui s'appliquent en Belgique sont en réalité d'origine communautaire ou internationale. Au niveau de l'économie, la Belgique est totalement souveraine, mais on dit vous avez perdu de la compétitivité par rapport à vos partenaires concurrents et donc il faut ajuster votre coût du travail, votre marché du travail. On va faire un saut d'index. Vous avez entendu
tout cela, et on n'est encore qu'au tout début de cette affaire-là. Donc les indicateurs nous disent, et les principaux organismes, non seulement de l'Union européenne, mais du FMI, nous disent, de l'OCDE, nous disent ce qu'il faut faire si du moins nous ne voulons pas sombrer corps et biens. La monnaie, élément traditionnel de la souveraineté, sur lequel on frappe classiquement le profil du souverain, ben, on n'en a plus le contrôle. Les frontières, non plus. Et même quand on a on est impuissant à régler le problème de personnes qui, sur Internet, en appellent à la destruction même de l'État et au meurtre de ses concitoyens, c'est-à-dire à des crimes contre la sûreté même de l'État. On est impuissant à pouvoir les régler parce qu'on nous dit que ça se passe ailleurs. Évidemment, un des contrepoints de la souveraineté, c'est que si vous êtes tout à fait souverain à l'intérieur de votre frontière, dès que vous quittez vos frontières, sauf en haute mer, vous tombez nécessairement dans la frontière d'un autre qui est lui aussi tout à fait souverain, c'est-à-dire qu'essentiellement, vous ne pouvez pas intervenir chez lui. Du moins, dans la théorie, bien entendu, vous avez tous suivi un certain nombre de conflits récents qui vous montrent que cette théorie n'est plus véritablement d'application dans les faits. Alors, vous me direz, mais oui, ça ce n'est pas un problème, parce que nous, les juristes, nous avons déjà depuis très longtemps, plusieurs siècles, trouvé, je ne dirais pas la parade, mais la solution pour régler des affaires qui dépassent les frontières, le territoire de l'État, ou qui nécessitent, pour les problèmes qui nécessitent pour leur solution, une surface plus grande que le territoire national. Cette solution s'appelle le droit international et il comporte lui-même, c'est en quelque sorte deux solutions complémentaires, deux branches, le droit international public et le droit international privé. Alors l'idée dans le droit international public, c'est que les États souverains entre eux s'accordent par traité ou en créant des organisations sur un certain nombre de solutions ou de règles communes. Nous savons aussi qu'il existe actuellement près de 200 États qui composent cette société internationale et que le principe, qui est là le sens de la notion de souveraineté dans l'ordre international, c'est qu'on ne peut rien leur imposer à ces États à quoi ils n'aient eux-mêmes consenti. Ainsi bien que vous vous trouvez devant une sorte de droit des obligations, mais ultra-libéral en quelque sorte, à l'échelle de ces 200 acteurs de la société internationale. Vous savez que nous ne sommes pas nous-mêmes des acteurs de cette société, du moins nous pouvons en être les bénéficiaires passifs, mais ça se joue entre 200 qui peuvent créer les droits et les obligations. Bon, alors comment ça fonctionne ? Vous savez tous qu'on est passé d'une théorie dite de l'empire ou de l'hyperpuissance qui a fait long feu très rapidement après l'écroulement du mur de Berlin et de l'URSS, et qu'on dit qu'on est aujourd'hui dans un monde multipolaire, donc il y a plusieurs puissances qui ont des valeurs et des intérêts qui sont très différents et souvent contradictoires, en tous les cas concurrents. Alors, il faut que ces 200-là, quand il s'agit de relever un défi mondial ou de s'accorder sur des règles communes, l'idée d'un droit mondial par le droit international en quelque sorte, eh bien c'est très difficile évidemment d'arriver à un accord à l'unanimité de 200 personnes. Vous imaginez, ça prend d'abord des années, c'est littéralement
de négociation pour arriver à un traité, et puis il est extrêmement difficile de parvenir à mettre tout le monde d'accord. Si vous avez mis tout le monde d'accord, il est peu probable qu'il soit d'accord sur tout. Ça veut dire la possibilité pour chaque État de faire des réserves. Donc, vous le savez, si vous avez étudié le droit international, grande méfiance, dès qu'on pense, c'est une erreur souvent commise, on pense que tout le monde ou qu'un certain nombre sont liés par des traités, mais on n'a pas été voir le détail des réserves, ce qui fait qu'on se trompe complètement dans la solution. Ou alors, vous pouvez, ça c'est la stratégie américaine classique, mais il n'y a pas qu'eux qui font ça, vous pouvez, après avoir négocié pied à pied chaque article, signer le traité, mais vous ne le ratifiez pas, auquel cas, vous n'êtes bien entendu pas lié. Et quand bien même vous l'auriez ratifié, qui va surveiller que vous appliquiez bien ce traité sur votre territoire? Eh bien, vous-même. Les États sont les agents d'exécution du droit international sur leur propre territoire, ce qui amène évidemment tout un tas de problèmes chaque fois que l'État ne peut pas ou ne veut pas respecter les engagements qu'il a pris et qu'il pourrait d'ailleurs dénoncer. Bien entendu, on peut également dénoncer là c'est une différence avec le droit des contrats, on peut dénoncer les conventions par lesquelles on est lié. S'ajoute à ces petits problèmes ce qu'on appelle la fragmentation du droit international, c'est-à-dire qu'on a créé une multitude, bien plus que celle que nous connaissons habituellement, une multitude d'organisations internationales ce qui entraîne ce que beaucoup d'auteurs appelle une schizophrénie du droit international. C'est-à-dire qu'on divise les problèmes et après on se renvoie la balle. Donc, par exemple, on a la clause sociale qui arrive à l'Organisation mondiale du commerce, on la renvoie à l'Organisation internationale du travail, mais on ne veut pas la voir quand on est en train de juger des affaires de commerce. Ou bien on a le même problème quand on discute des brevets sur les médicaments qui empêchent dans des pays pauvres les populations, par exemple, d'avoir les remèdes parce qu'ils sont trop chers, eh bien, le problème est posé à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, mais il doit se régler à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sauf si on prend des mesures un peu plus agressives. Ajoutez à cela que le droit international public manque vraiment de hiérarchie. Donc, vous avez un nombre de règles qui est sans cesse croissant, mais qui est fragmenté, ce qui ne permet pas des arbitrages politiques. Notez-le au passage, parce que la politique, c'est justement pouvoir arbitrer entre la santé des populations et la rémunération des sociétés pharmaceutiques, par exemple. C'est de pouvoir arbitrer entre l'économique et le social. C'est ça, la politique. Donc, vous n'avez pas bien cette possibilité et vous n'avez pas de hiérarchie, sauf exceptionnellement la Charte des Nations Unies, etc. Mais vous n'avez pas de hiérarchie entre les normes, si bien qu'il y a des dizaines d'années, on disait déjà que le droit international, ce sont des internationalistes qui disent ça, ce n'est pas moi qui oserais m'aventurer à dire des choses pareilles, mais que ça n'est pas un ordre, mais c'est un bric-à-brac. C'est un bric-à-brac, si bien que toutes ces règles sont encore, si vous voulez, de la théorie. Restons fidèles à notre méthode pragmatique et revenons sur un certain nombre de problèmes dont j'ai montré qu'au niveau d'un État, comme par exemple la Belgique, le droit ne parvenait pas à les régler. Est-ce que le droit international public est parvenu à le régler? Prenez toute la question des finances. La fameuse crise de 2008, les États, je me rappelle encore, ont aidé les banques systémiques, tous ceux qui étaient en difficulté, mais elles leur ont dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir, on vous aide, mais on va vous réguler, ça va être terrible. Et ça, c'était l'ordre du jour du G20. Et puis le G20 a pris quoi? Des mesures sur les paradis fiscaux, au fond sur des États. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure contre les banques? Il a dû en prendre certaines, mais disons qu'elles n'ont pas
semble-t-il, réguler en rien la finance mondiale, à tel point que bien qu'on ait une catastrophe dont on estime que ça a créé une crise très grave, au fond, les experts s'accordent à dire que les mêmes conditions étant réunies, une telle crise peut très bien se renouveler demain. Vous verrez cela dans une séance spéciale de ce séminaire où on parlera de réguler la finance globale et les banques. Quand je dis on, je veux dire Pauline Bégas. Deuxième dossier, le dossier du réchauffement climatique. Alors tout le monde a dit attention, là il s'agit d'une catastrophe, c'est un point de non-retour. Si on dépasse les 2 degrés, c'est la fin des haricots. Eh bien, où on en est dans ce dossier? Alors on a eu le protocole de Kyoto, et dans la suite, on a eu les marchés européens du carbone, mais depuis lors, le protocole de Kyoto a été jugé insatisfaisant, insuffisant, et pourtant, on n'a fait que reculer depuis lors. Les engagements n'ont pas été respectés. De toute façon, ils étaient pris par des États qui ne représentaient plus une part majeure dans l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Copenhague a été un échec dont on ne s'est pas encore remis, bien qu'on ait évidemment redoublé en déclarations, et on verra ce qui se passera à la fin de l'année à la conférence de Paris, mais vous en saurez beaucoup plus sur ce sujet lors de la séance spéciale que nous y consacrerons, ou plutôt que Arnaud Van Wouwenberg y consacrera le 17 mars. Que dire de la question qui est peut-être la plus grave et la plus dangereuse des inégalités qui ne font que s'accroître à travers le monde, et de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle question sociale? C'est ce que vous verrez avec Grégory Lefkovitch le 18 février. Autant dire que le droit international, de ce point de vue-là, n'a pas véritablement initié une politique véritablement de nature à commencer à régler le problème. Alors, que dire encore de la régulation de l'Internet, alors qu'il y a un certain nombre d'États, et je peux les comprendre, qui pensent que ce n'est pas du tout une bonne idée que ce soit régulé par la communauté internationale, vu que dans cette communauté internationale, vous avez tout un tas d'États qui ne sont absolument pas démocratiques, et d'ailleurs qui pensent que ce n'est pas forcément l'État qui doit réguler la manière dont les gens s'expriment, si bien que vous avez des tentatives à l'Union internationale des télécommunications, mais essentiellement, ça se passe ailleurs. Ça se passe au niveau d'un organisme privé qui s'appelle l'ICANN, où les États sont présents, mais ils ne sont pas décisionnaires, ce qui rompt complètement avec la logique des organisations internationales. Vous verrez ça en détail avec Caroline Bricteux le 24 mars. Donc, au fond, on a un blocage tant au niveau étatique. Au niveau étatique, c'est l'impuissance, et au niveau international, interétatique, c'est le blocage pour des raisons qui sont structurelles, qui tiennent véritablement aux règles de base du droit international tel qu'il s'est forgé depuis quelque temps. Il n'a pas du tout eu toujours, vous le savez, cette même configuration. C'est parce que, au fond, tant le droit international que le droit national sont issus du nationalisme méthodologique. De dire que, au fond, le monde se compose juridiquement des seuls États, c'est évidemment, qui eux ont les droits souverains que je viens d'indiquer, c'est évidemment une prise de position qui est totalement qui conforte, droit national, droit international sont les deux faces de la même monnaie souveraine en quelque sorte, qui confie le monopole du droit à l'État ou aux États. C'est quelque chose qui a été parfaitement
théorisé et expliqué par Kelsen il y a longtemps et accepté par tous. Alors, du coup, les internationalistes, un certain nombre d'entre eux, du moins, parce que le droit international ne remplit pas sa mission, qui est de, au fond, relever les grandes, résoudre ou avancer dans les grandes questions, ces grands défis dont nous sommes en train de parler. Des auteurs éminents parlent de crise, de déclin, de fin, de mort du droit international. C'est sans doute excessif. Les États ne vont pas disparaître, ni le droit interétatique ne va pas disparaître, mais ce qui va sans doute se passer, enfin du moins on peut l'espérer pour dépasser les blocages, c'est qu'on va se trouver dans une autre logique, se trouver dans une autre vision. Mais attention, on n'a pas encore le droit international, le nationalisme méthodologique n'a pas encore tiré tous ses cartouches. Mais n'oublions pas que nous avons aussi le droit international privé. C'est un mot qui surprend toujours, vous vous rappelez, les étudiants de première année, le droit international privé, ça les surprend beaucoup, surtout quand on leur dit que ce droit international est en fait national. Et là, on dit le droit international privé belge. Quand vous avez fini ça, là, les étudiants de première année commencent à se dire j'aurais peut-être dû choisir autre chose. Effectivement, de quoi s'agit-il? Vous le savez bien, c'est finalement un système dans lequel on va organiser la régulation du monde en répartissant les affaires qui se déroulent, les problèmes, les cas, la compétence de les régler, en les répartissant entre les différents États qui composent cette société internationale. Et ça vaut évidemment pour les affaires qui présentent un caractère international. Donc même les affaires internationales, on va les donner idéalement, on va les soumettre à une loi qui sera nationale, et on va les soumettre à un juge qui sera national. Ce n'est pas si simple, parce que comme il existe 200 droits internationaux privés, même s'il y a des conventions, vous avez en fait tout un tas de conflits positifs, négatifs. Laissons ça aux spécialistes. Mais admettons même que cela fonctionne, qu'est-ce que ça nous donne comme modèle? Alors, si vous regardez, si vous utilisez le paradigme c'est un grand mot pour dire la représentation, le modèle de tout ce dont je suis en train de vous parler, droit international, c'est très simple, vous l'avez sous vos yeux tous les jours, c'est la map monde, ou la carte du monde politique dans votre atlas, si possible à jour, parce que ça change quand même assez régulièrement. Eh bien, si vous regardez du point de vue, j'allais dire, de Sirius ou d'une divinité, en survol, si vous regardez, comme nous faisons quand nous regardons la map monde ou la carte, c'est dans cette position-là qu'on est mis. Vous avez une représentation du monde où, finalement, eh bien, ça apparaît comme un système que l'on qualifie de pluralisme ordonné. Pluralisme, pourquoi? Parce que vous n'avez pas un État mondial, c'est sans doute une bonne chose, mais vous en avez, comme je l'ai déjà dit, près de 200, qui se répartissent. Tout ça semble très harmonieux. Il y a une couleur différente par État. Il y a des belles lignes noires, plus ou moins droites, qui tracent les frontières de ces États. Mais si on imagine ce qui ne se peut sans un crime atroce, que Dieu n'existe pas, ou que s'il existe, il ne s'intéresse pas aux affaires des hommes, vous aurez reconnu la citation de Grotius, et que donc, il faut regarder le droit du point de vue de ceux qui l'utilisent ou qui en sont les sujets, c'est-à-dire les acteurs de la société, les États bien sûr, mais les entreprises, les associations, les particuliers que nous sommes. À ce moment-là, la mondialisation fait que, et ceci est une référence à l'affiche qui annonce ce cycle,
la baudruche se dégonfle. Et pourquoi la baudruche se dégonfle-t-elle? Parce que ce qui permet de donner compétence à un État, à sa loi, à son juge, ce sont des facteurs de rattachement. Je n'entre certainement pas dans l'exposé de cette théorie, mais dans une société mondialisée où les transports sont ultra rapides, où la plupart des activités peuvent être dématérialisées, s'effectuent en réseau, ou même des choses qui semblaient aussi rigides que la nationalité s'achète, se vend et double ou triple. Vous avez qu'à voir la composition de l'équipe du Qatar qui n'a pas gagné la finale de handball dimanche, ou, puisque nous sommes dans l'actualité sportive, le tournoi Destination de rugby commence vendredi prochain, je vous le rappelle, la composition des équipes des 6 nations européennes, où vous êtes très étonné de trouver quand même énormément de gens d'Océanie qui n'ont qu'un rapport, qui n'avaient jusqu'à présent qu'un rapport relativement lointain avec l'Europe, ou alors quelques Néo-Zélandais ou autres Australiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, tout le monde peut jouer avec les facteurs de rattachement et que dès lors, vous n'avez plus un pluralisme ordonné. Si vous regardez ça du point de vue d'un acteur bien particulier, cet acteur bien particulier, il joue sur un certain nombre de facteurs, il se déplace, il change de nationalité, il a recours. On est tous des acteurs globaux dès qu'on met un doigt sur Internet. Hein. Ça, c'est très facile de passer les frontières de ce point de vue-là, ces frontières étant tout aussi d'ailleurs virtuelles sur le réseau que les habits de notre malheureux empereur. Et donc, à partir du moment où vous vous placez du point de vue d'un acteur opportuniste, ben, celui-là veut évidemment choisir la loi qui l'intéresse. Alors, on le voit, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, en matière fiscale, la population commence à s'en indigner beaucoup. Alors, on reviendra là-dessus hein, en détail, mais le français vient en Belgique, le belge place au Luxembourg, ou fait une opération notariale aux Pays-Bas. Les Pays-Bas regardent vers l'Irlande, qui regarde vers les Pays-Bas, et on fait des opérations croisées. Et tout ce beau monde, finalement, arrive à un moment à Londres. Londres, et la City plus exactement de Londres, qui est quelque chose d'un peu près extraterritorial, et qui nous ouvre une autoroute, sinon de l'information, disons, de la monnaie virtuelle, de la finance, vers ces paradis, soi-disant, ou ces enfers fiscaux que sont les îles Caïmans, mais aussi tout près de nous, à quelques kilomètres du Cotentin, Jersey, Guernesey, les autres îles anglo-normandes. Et donc, ce que vous avez, c'est alors non pas du tout un droit mondial, ni pas non plus un droit international. Ce que vous avez en réalité, c'est ce qui s'ouvre là, c'est un gigantesque marché des droits nationaux. Les droits des différents États voyant leurs droits mis en concurrence les uns avec les autres, puisque celui qui veut attirer de l'activité, attirer de la richesse sur son sol, va diminuer son taux d'impôt, se tirant par là même une balle dans le pied, puisqu'il diminue les ressources fiscales qu'il prétend assurer, mais si les autres s'en vont, il va perdre plus encore. Et voilà aussi que revient la notion de compétitivité. Si on veut que les entreprises s'installent chez nous, donnent du travail et donc des revenus, et donc ensuite des cotisations sociales et de la matière fiscale taxable peut-être à l'État, il va falloir réformer le marché du travail, il va falloir déconstruire les droits sociaux pour diminuer le coût du travail, etc. Ainsi donc, la baudruche se dégonfle et le droit international privé se trouve en réalité tout à fait subverti. Ce faisant, vous n'avez, pour le subvertir, vous n'avez changé aucune règle de droit. Vous n'avez pas changé un article
du moindre code. Simplement, vous avez quitté la perspective nationale, celle qui est représentée de haut par la map monde, et vous avez donc quitté le nationalisme méthodologique pour adopter ce que les mêmes spécialistes de l'épistémologie, des sciences sociales, appellent le tournant global. Le tournant global, auquel bien sûr le droit lui-même n'échappe pas, puisqu'il en est totalement affecté. Donc, quand j'entends oui, mais nous ne voulons pas de la mondialisation, en réalité, nous n'avons pas le choix. Nous sommes déjà dans ce modèle. La question est de savoir si nous voulons continuer à admirer le bel habit de l'empereur ou si nous essayons de voir les choses telles qu'elles sont, d'être clairvoyants pour pouvoir relever le défi. C'est pour ça que nous avons voulu parler cette année de défi, relever le ou les défis que nous pose le monde d'aujourd'hui. La première condition pour ceux qui gouvernent, et même ceux qui ne gouvernent pas, parce que l'affaire est désormais si importante et si grave qu'en fait elle nous concerne tous, si nous voulons sauver nos États, ou si nous voulons sauver notre modèle social, ou nos droits, nos libertés, nos valeurs, eh bien, il faut d'abord se rendre compte d'accepter de regarder en face la réalité des choses, ce qui est la condition préalable pour pouvoir essayer d'adopter des réponses qui fonctionnent, pas seulement dans notre tête assommée de roi lion tabassé par les éléphants de la finance et autres, mais qui nous permettent réellement de trouver des solutions qui marchent, c'est-à-dire qui produisent des effets. Et pour cela, eh bien, on a cette idée du droit global, pour lequel je vous propose une première définition, parce que beaucoup de gens disent « oui, vous savez, on parle de plus en plus du droit global, mais personne ne sait vraiment ce que c'est ». C'est vrai qu'il y a un phénomène d'engouement qui est maintenant très perceptible, mais ça fait de nombreuses années que les spécialistes réfléchissent à ces questions, et au Centre Perelman, ça fait une quinzaine d'années qu'on a un programme tout à fait important sur le droit global, l'idée étant de vous permettre finalement une mise à jour, une pointe avancée sur les différents chantiers dont j'ai évoqué ici certains que je rappellerai peut-être en terminant. Et donc, le droit global, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est rien d'autre que de regarder le droit dans une perspective globale. Alors, dans une perspective globale, tout le monde pense tout de suite, ah oui, universel. Donc, on pense à la loi qui va s'appliquer dans le monde entier. Mais c'est pour ça que je n'aime pas l'expression droit mondial, qui nous induit encore plus en erreur. Je n'aime pas non plus droit transnational, en tous les cas pour la démarche que nous entreprenons ici. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'expression transnationale concède trop au paradigme qu'il prétend remplacer, puisqu'il s'agit en fait de rompre avec le nationalisme méthodologique. Je trouve que quand on parle de transnational, eh bien, on n'a pas véritablement rompu, on regarde toujours, on a toujours finalement cette prégnance du nationalisme méthodologique qui nous, alors je dirais, encore un effort pour devenir, non pas républicain, selon le titre de l'œuvre du marquis de Sade, mais pour devenir global, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, regarder le droit d'un point de vue universel. Quand Gérard Depardieu traverse de 200 mètres la frontière pour se fixer en Belgique, il est dans une perspective globale. Ça veut dire simplement dans une perspective qui n'est pas bouchée par le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire par la vision que tout passe nécessairement par des États souverains. Les choses passent par des États. Les États ne disparaissent pas dans une vision globale, mais ils ne sont plus les seuls, comme ils n'étaient pas
les seuls quand il y avait le droit de la nature et des gens qui étaient peuplés d'un très grand nombre de créatures, et c'est bien normal. Le peuple, le monde est peuplé d'un très grand nombre de créatures. Les entreprises, les associations, les individus, les capitaux qui se promènent, etc. Le monde est peuplé de ça. On ne voit pas pourquoi on réduirait ceci à 200 acteurs. On ne voit pas pourquoi non plus on les radierait de la carte. Ils ont un rôle très important à jouer, mais ils ne sont pas un rôle exclusif à jouer, parce que si on accepte ça, alors on est bloqué, comme je vous l'ai expliqué, tant au niveau interne qu'au niveau mondial. L'Europe, l'Union européenne, est un de ces acteurs, alors que les internationalistes voudraient nous dire que c'est de l'international, mais à ça, ceux qui s'intéressent encore à la chose européenne bondissent immédiatement, et ils ont certainement raison de le faire. On invente une autre sorte de droit, de nouveaux instruments au niveau européen. Et donc, adopter une perspective globale, en fait, c'est très facile à faire. Hein. On change juste sa vision, on ne regarde plus les choses par la lorgnette de l'État. C'est vrai que c'est très facile, mais ça implique d'incroyables conséquences. C'est-à-dire que si vous ne regardez plus le droit comme exclusivement la chose des États, vous commencez à vous intéresser à tout un tas d'objets que nous appelons des OJNI, des objets juridiques non identifiés. Certains vous diront, beaucoup vous diront qu'ils ne sont d'ailleurs pas juridiques, ils ne sont tellement pas identifiés que c'est très simple, c'est parce qu'ils ne sont pas juridiques, on n'a pas à les identifier. Bon, c'est toute la question du débat. Il ne faut pas vouloir définir le nouveau d'après le modèle de l'ancien, sinon on ne va pas s'en sortir. Il faut être pragmatique et regarder, en fait, des instruments, des normes, des institutions qui prétendent ou qui sont susceptibles de produire des effets analogues à ceux que le droit produit quand il est efficace. Et donc, ces normes, on les repère facilement parce qu'elles viennent se mettre en concurrence avec les normes des États, et les juristes ne s'y intéressent peut-être pas assez, et nous allons avoir l'occasion, durant ce cycle de conférences, de nous y intéresser beaucoup. Ça va être des instruments de type méthodologique, comme le droit comparé, par exemple, qui prend une importance considérable. On le verra dès la semaine prochaine avec l'exposé d'Isabelle Rorive, Combattre les discriminations. Ça peut être de nouveaux qui ne sont pas toujours nouveaux d'ailleurs, mais des animaux du bestiaire normatif que l'on a pris l'habitude, pour des raisons que l'on pourrait expliquer, hein, tout ça s'explique dans l'histoire des idées juridiques très simplement, comme les normes techniques, toutes les normes ISO par exemple. Les normes ISO jouent un rôle absolument considérable en parallèle avec les règles juridiques. Ce qui ne passe pas au niveau international passe autant au niveau européen qu'au niveau mondial par des normes techniques, parce qu'il n'y a rien à faire. On est dans une société hyper complexe. L'idée qu'on nous avait vendu la mondialisation heureuse, où tout allait s'autoréguler par le marché, est une blague. Ce n'est pas seulement une blague, parce que ce n'est pas seulement un modèle qu'on doit combattre parce qu'on est de gauche et qu'on est contre le modèle néolibéral. C'est juste si on procède à des études empiriques, et même si on réfléchit 2 secondes, on va dire, c'est totalement impossible que notre société fonctionne un temps soit peu sur base de l'autorégulation, etc. Regardez cet environnement si libre qu'est l'Internet, il ne fonctionne que par le moyen de protocoles extrêmement stricts qui sont mis au point dans certaines instances, etc., et qui sont d'ailleurs eux-mêmes une nouvelle catégorie de ces normes. Oui, alors le marché, oui, mais vous avez de nouveaux outils, les marchés artificiels. Regardez que c'est la solution dont l'Europe ne voulait pas au départ, que voulaient lui imposer les États-Unis. Maintenant, les États-Unis n'en veulent plus, tout un tas de raisons, et l'Europe les a adoptées pour lutter contre le réchauffement climatique. 17 000 établissements industriels, un système qui se développe, qui est très ambitieux dans les réductions d'émissions de carbone, mais qui, pour des raisons
que Arnaud Van Weyenberg pourra sans doute vous expliquer, ne fonctionne pas du tout de manière satisfaisante. C'est bien plus compliqué qu'on ne croit. Ce n'est pas parce qu'on a un nouvel outil que ça marche, bien entendu. On essaye un nouvel outil parce que les outils traditionnels ne fonctionnent pas. Mais le nouvel outil, oui, on va inventer un marché de l'air chaud. Bon, très bien. Après, c'est plus vite dit que fait. Après, on a des fraudes, après des carousels à la TVA, on vient voler les quotas dans les machines mal protégées, etc., etc. Autre outil qui est probablement aujourd'hui l'outil le plus efficace de la gouvernance globale, au sens de gouverner les États eux-mêmes, ben, ce ne sont pas les organisations ou les États, c'est en train de devenir les indicateurs. Les indicateurs qui mesurent les performances, qui disent que tel pays est plus compétitif que d'autres, que tel pays respecte mieux les droits de l'homme que d'autres et que donc il a droit à un prêt de la Banque mondiale, etc. Et cela, cet outil très important, David Restrepo à Mariles, qui est un spécialiste, vraiment un des meilleurs spécialistes de cette question, viendra vous en parler en guise de séance conclusive de ce cycle le 31 mars. Qu'est-ce que j'avais encore noté? Oui, il y a de tout nouveaux modes de règlement de conflits. Alors, je ne parle pas seulement de l'arbitrage, qui est déjà tout à fait bien ancré dans le droit, la médiation, mais il y a encore des choses incroyables qui se développent de tous côtés et qui, en réalité, comblent le vide, parce que la nature normative a horreur du vide et que dès que le droit ne remplit pas son office, eh bien, non pas par la volonté de je ne sais quel Dieu ou de je ne sais quel État, mais souvent par des initiatives d'acteurs sociaux eux-mêmes qui fleurissent au sein de la société, parfois même de manière involontaire, vous avez un dispositif qui tente à se mettre en place de manière plus ou moins laborieuse. Et on peut voir, c'est intéressant, d'aborder tous ces chantiers que nous allons voir aussi de manière dynamique, parce qu'on voit alors comment, d'erreur en erreur, d'atermoiement en échec, on arrive finalement à un dispositif qui va nous apparaître très souvent comme bancal, mais si on fait de l'histoire du droit, on va aussi voir comment des gendarmes autoproclamés qui gardaient un fleuve ont fini par devenir des juges, et comment ces juges ont fini par édicter des lois, et comment, sur base de ces lois, on a fini par définir un État. Donc tout ça n'est pas du tout une logique neuve. Mais par contre, c'est quelque chose de très important. Donc vous voyez, c'est quelque chose de facile de passer à la perspective globale, mais ça peut avoir des conséquences très importantes. Vous définissez le droit de manière haute, c'est-à-dire que vous avez une nouvelle philosophie du droit, en quelque sorte, ou une nouvelle métaphysique du droit, une nouvelle théorie. Vous meublez votre droit avec des créatures différentes. Vous avez une nouvelle technologie du droit. Vous avez une méthode qui est différente. C'est pour ça aussi que le mot global convient bien, parce qu'il y a véritablement la méthode qui change. Vous vous rendez bien compte que tout ce dont je viens de vous parler, on ne peut pas le voir avec les seuls outils traditionnels du juriste. Mais on veut le voir avec les yeux du juriste. Parce que ce que le juriste a de spécifique par rapport au politiste qui s'intéresse beaucoup au pouvoir, par exemple, par rapport à l'économiste qui s'intéresse beaucoup à la richesse, à la manière de la maximiser, à la manière de réduire les coûts, par rapport, etc., etc., ce qui nous intéresse, nous, notre œil spécifique en tant que juriste, et c'est pour ça que nous sommes compétents pour venir regarder tous ces nouveaux outils, c'est que nous, on s'intéresse, allez savoir pourquoi, les autres ne comprennent d'ailleurs pas ça, on s'intéresse à la normativité. C'est ça, la libido du juriste, c'est la normativité. Il veut régler. Il ne veut pas s'enrichir, il ne veut pas commander, encore que, mais il veut surtout régler. Et donc, on peut regarder tous ces objets, mais on ne peut pas les regarder tout seul. C'est très différent, très difficile, je parle sous le contrôle d'Arnaud, de dire quelque chose de véritablement juste sur les marchés du carbone si on n'a pas travaillé sérieusement avec un économiste ou avec des spécialistes de la finance.
hein, parce qu'on ne comprend pas le marché secondaire et les futurs et les options, etc. Or, tout ça, évidemment, à partir du moment où vous mettez la main dans l'engrenage, ben, tout ça fait partie de ce qui produit des effets que auparavant vous auriez vu produits par un article X du code de l'environnement, par exemple. Donc, il faut de nouvelles compétences, il faut mettre ensemble, certainement, il faut travailler avec les économistes, il faut travailler avec les politistes, il faut travailler avec les sociologues, il faut travailler avec les géographes. Bref, on ne va pas s'embêter, on va un peu ouvrir, on va ouvrir ce qui n'aurait jamais dû être divisé. Hein, le champ des sciences sociales, le fait de dire « Ah oui, mais moi, je suis en droit, hein, donc je ne fais pas d'économie, ça on sait bien. » Et surtout, ne me mettez pas un chiffre. Comme si l'économie, c'était des chiffres, d'ailleurs. Vous pouvez mettre autant de chiffres en droit que vous pouvez en supprimer en économie. Hein. L'économie est née du droit, hein, du droit naturel en particulier. Et donc, l'idée que ce serait deux mondes différents, pour le moment, nous vivons dans l'idée que ce sont deux planètes différentes. Alors que nous regardons exactement les deux phénomènes, les mêmes phénomènes, mais sous des angles différents. Donc ça, il est temps de mettre fin, et d'ailleurs, on n'a pas tellement de leçons à recevoir là-dedans. J'évoquais la mémoire de Gans van der Merch, droit, économie, politique. C'est toute l'histoire de l'école de Bruxelles avec la sociologie, d'essayer de regarder les choses en un tout. En fait, c'est ça l'idée du global. Voilà l'aspect qui me plaît bien dans le global, même si la méthode globale a terrible réputation parce qu'elle vous a appris à ne pas savoir lire à l'école primaire, pour les plus jeunes d'entre vous. Bien, la méthode globale, elle a tout son intérêt dans le domaine des grands défis que nous allons essayer de relever ensemble. Donc, l'idée qui sera la nôtre, c'est, je pense que vous avez compris maintenant quelle est la perspective, j'en arrive à ma conclusion. L'idée qui sera la nôtre, c'est d'aborder les choses question par question, au fond, de regarder l'état de la situation, et pas par le petit bout de la lorgnette étatique ou interétatique, d'essayer de voir comment ça se passe dans la société, de voir l'ampleur du problème, pour pouvoir ensuite relever le défi. Et ça, c'est au fond le défi que nous nous sommes lancés à nous-mêmes. À vous de nous dire en fin de parcours si nous aurons réussi à le tenir. C'est que le défi qu'a, visiblement pas moi, mais qu'ont chacun des autres intervenants à qui je vais céder la place lors des séances suivantes, c'est sur base du diagnostic. Il ne suffit pas de diagnostiquer, il ne suffit pas de critiquer. C'est très bien critiquer, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est des solutions. Alors tenter des pistes de solutions qui vont directement, évidemment, susciter beaucoup de débats entre nous. Et c'est dans cette même perspective que je vous invite à travailler. Voilà, je pense que vous avez devant vous le programme des séances suivantes, et donc il n'est pas utile que je le répète. Et donc j'en terminerai là, et je vous propose immédiatement de commencer la discussion.